Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue pour cette quatrième cérémonie des lauréats de l'ARSLA, ce soir à l'Institut Imagine. Je suis très heureux, très honoré en même temps d'animer pour vous cette soirée placée sous le signe de la recherche, de l'engagement et surtout de ce troisième pilier auquel je tiens beaucoup et qui, je pense, va beaucoup résonner ce soir, l'espoir. L'espoir, c'est ce que vous représentez ici dans cette salle, chercheurs, médecins, biologistes, partenaires, l'espoir de trouver très bientôt des solutions pour ralentir l'évolution de cette putain de maladie, comme dirait mon amie Lorraine, et peut-être même très vite un ou des traitements. Vous y consacrez votre temps, vos journées, votre énergie, votre talent, vos compétences. Merci pour ça. Et sans plus tarder, mais je voulais quand même faire un petit coucou à quelqu'un qui n'est pas là ce soir. C'est notre directrice générale de l'ARSLA, Sabine, qu'on embrasse, qui est malheureusement retenue et qui, avec son binôme magnifique, Bettina et toutes les équipes de l'ARSLA, fait un travail formidable depuis 4 ans, un travail dont vous pouvez voir les fruits et dont vous voyez, j'en suis sûr, les fruits chaque jour sur le terrain et dans les médias. Alors, on est aujourd'hui dans les magnifiques locaux de l'Institut Imagine et pour nous souhaiter la bienvenue, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Olivier Hermine, qui est directeur de recherche clinique en hématologie, si je ne dis pas de bêtises. Bonsoir, professeur. Bonsoir à tous et bienvenue à l'ARSLA dans l'Institut Imagine, qui est un institut qui a pour rôle en fait d'étudier les maladies génétiques qui sont extrêmement nombreuses. Il y en a plus de 20 000 différentes. C'est des maladies rares, mais ce qu'on a appris, c'est qu'elles permettent d'éclairer des mécanismes sur des maladies beaucoup plus fréquentes. Et à Imagine, en fait, depuis le départ, on a cette ambition de faire de la recherche, mais on est très proche des patients qui sont dans le même bâtiment. Et donc une interaction très forte avec une motivation de voir ces patients pour trouver des nouveaux diagnostics, mais aussi des nouveaux traitements. Et je pense que le travail que vous faites à l'association et peut-être bientôt à la fondation ARSLA, de mettre les chercheurs et les cliniciens et les patients aussi, qui sont un moteur pour orienter nos recherches, c'est extrêmement important. Alors pourquoi Imagine, quand on travaille sur l'ALS, c'est toujours une question. On sait qu'il y a des formes génétiques au sens classique du terme, germinales, qui se transmettent, mais aussi probablement il y a des formes génétiques, on va dire, somatiques, dans le cadre peut-être de mosaïcisme ou de mutations qui sont acquises. Et puis il y a l'interaction entre le germinal et le somatique, et puis par-dessus tout, il y a aussi l'environnement. Et tout ça, c'est extrêmement complexe à comprendre. Et à Imagine, on travaille beaucoup sur les maladies génétiques neurodéveloppementales, qui donnent des maladies, et même des maladies qui apparaissent chez l'adulte, comme l'Alzheimer. Il y a peut-être des évidences que c'est peut-être des maladies du développement de l'embryon et qu'on va voir apparaître à 70 ans. La SLA, on ne sait pas encore aujourd'hui, mais c'est une hypothèse qui n'est pas complètement exclue. Et Udor Kabashi, qui est ici, qui travaille sur la SLA, sur la physiopathologie, qui a mis des modèles au point important et qui, avec sa compagne, travaille aussi sur des formes d'épilepsie, de SLA, et d'essayer de faire des hypothèses intéressantes. Et moi, en tant qu'hématologue, je suis plutôt dans le côté de l'environnement immunologique de ces maladies neurodégénératives qui sont peut-être plus inflammatoires qu'on le croyait et qui apportent des nouvelles cibles thérapeutiques. En tout cas, je tiens à vous remercier de venir ici. Ça met en lumière l'Institut Imagine, les travaux de la fondation, enfin l'Institut, pardon, l'association, pardon, excusez-moi, que vous faites. Et puis, je suis très content de voir aussi les jeunes talents qui ont eu des prix aujourd'hui, et on sera très content de collaborer avec les autres instituts qui travaillent en neurologie, notamment à la Pitié avec l'ICM, qui est aussi un autre IHU comme Imagine, aussi mêle la recherche avec les patients, et c'est ça qui est le plus important aujourd'hui si on veut faire des progrès. Il faut qu'on aille vite, très vite, et grâce à votre soutien, on ira encore plus vite. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée, et je vais rester pour vous accompagner. Merci beaucoup, professeur Hermine. Et merci à l'Institut Imagine d'accueillir ce soir cette belle cérémonie. Et pour l'ouvrir, évidemment, je vais demander à notre présidente Valérie Goutine-Caramel de prendre la parole pour ce mot d'accueil. Bonsoir à toutes et tous. Je suis très heureuse et très fière de vous accueillir ce soir à la cérémonie des lauréats de l'ARSLA, un moment que nous attendons chaque année avec beaucoup d'émotion et d'enthousiasme.
D'ailleurs, je tiens à remercier l'Institut Imagine de nous accueillir dans leurs locaux pour la seconde fois. Ce soir, nous célébrons avant tout la recherche, l'engagement et l'espoir. L'espoir de mieux comprendre la sclérose latérale amyotrophique, cette maladie que nous combattons sans relâche depuis 40 ans. L'espoir de trouver enfin des traitements efficaces pour celles et ceux qui vivent avec la maladie de Charcot et pour qui chaque jour compte. Depuis sa création, la RSLA a fait de la recherche scientifique un pilier essentiel de son action. Grâce à la générosité du public, grâce à vous, nous avons déjà pu financer des centaines de projets de recherche. Derrière ces chiffres, il y a des femmes et des hommes passionnés, des équipes qui se battent chaque jour dans les laboratoires pour faire reculer la maladie. Les projets que nous présentons ce soir sont la preuve que l'innovation et la créativité scientifique sont plus vivantes que jamais. Nos lauréats 2025 explorent de nouvelles pistes, certaines dans la biologie fondamentale, d'autres dans la clinique, la biotechnologie ou encore dans les sciences de l'intelligence artificielle. Toutes ont un point commun, elles ouvrent des voies concrètes vers une meilleure compréhension, un meilleur accompagnement et, nous l'espérons, de futurs traitements. L'année 2025 marque également une étape historique pour notre communauté avec la création de l'Institut Charcot, un réseau unique où se rejoignent chercheurs, cliniciens et patients. Cet institut a pour vocation de fédérer les expertises, d'accélérer la recherche translationnelle et de renforcer les synergies nationales et internationales. C'est un projet structurant, ambitieux et profondément porteur d'espoir qui incarne la vision que nous défendons depuis toujours, unir les forces pour aller plus loin. Je tiens à remercier chaleureusement les membres du conseil scientifique de l'ARSLA, présidé par le Dr Cédric Raoul et le Dr Pierre-François Prada, pour leur rigueur, leur disponibilité et leur exigence. Merci également à toutes les équipes lauréates que nous allons découvrir ce soir, jeunes chercheurs, équipes académiques, projets cliniques et biotech, sans oublier les lauréats de notre appel à projet SLIA, qui place l'intelligence artificielle au cœur de la recherche sur la SLA. Et là, je tiens à remercier spécifiquement Nicolas Beretti, qui est à l'origine de cet appel à projet et qui a su collecter 500 000 € pour les financer. Bravo Nicolas. Je voudrais aussi saluer nos ambassadeurs, témoins et partenaires présents ce soir qui contribuent à faire entendre la voix des personnes malades, à sensibiliser le grand public et à mobiliser les décideurs. Votre présence donne encore plus de sens à cette soirée. Et vous aussi, mesdames et messieurs les députés, qui ne manquez pas une édition, votre présence à nos côtés à chaque fois, vous êtes là à chaque fois à nos côtés pour sensibiliser ou porter des changements législatifs en faveur des personnes malades. Vos soutiens nous sont précieux. Je voudrais aussi remercier Pascal Bataille pour son implication et son soutien. Merci d'être à nos côtés ce soir et d'animer cette belle cérémonie. Enfin, j'aimerais adresser un message à toutes les personnes touchées par la SLA, à leurs familles et à leurs proches. Votre courage, votre détermination et votre confiance nous inspirent chaque jour. Ce que nous faisons, nous le faisons pour vous et avec vous. Ce soir, à travers les visages et les projets que vous allez découvrir, il y a une conviction forte, celle que la recherche avance et qu'ensemble, nous finirons par vaincre la maladie. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle soirée des lauréats, riche en découvertes, en émotions et en espoir partagé. Merci. Merci Valérie pour ces mots qui résument bien effectivement l'esprit de l'ARSLA, c'était la rigueur de la recherche, la force du collectif et puis surtout ce mot je pense qui nous relie tous, nous tous ici, présents ici dans cette salle, c'est l'humanité. Vous l'avez rappelé Valérie, pour faire avancer la recherche et pour améliorer la vie des personnes atteintes de la SLA, il faut bien plus que de la recherche scientifique, même s'il en faut, et il en faut beaucoup. Il faut aussi une volonté politique, une capacité à faire bouger les lignes, à traduire l'urgence en décisions concrètes,
dans ce combat, heureusement, des hommes et des femmes se tiennent aux côtés de l'ARSLA avec une fidélité remarquable. Parmi eux, quelqu'un que j'ai le plaisir et l'honneur de compter comme une amie, et une députée engagée, déterminée, toujours à l'écoute des personnes concernées, présente à chacune des grandes étapes de l'ARSLA. Il y a 2 ans, on se le rappelait tout à l'heure, je te présentais Lorraine Vivier, et depuis, tu n'as plus jamais quitté ce combat. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement Sophie Panonac, députée de Gironde. Mesdames et messieurs, chers amis, tout d'abord, je souhaite présenter un certain nombre de remerciements, formuler un certain nombre de remerciements. Merci à vous, Madame la Présidente, chère Valérie. Merci à vous, Bettina, pour votre disponibilité et votre bienveillance de tous les instants. Et j'ai également à cet instant une pensée amicale pour Sabine, également, voilà, tout notre soutien pour elle aussi, son combat. Merci à toute l'équipe de l'ARSLA. Merci à mon ami Pascal Bataille. Et puis merci à vous toutes et tous ici présents, chercheurs engagés, mobilisés sur ce combat qui est la recherche au profit de la maladie de Charcot. Je suis toujours très émue et très fière, bien sûr, d'être parmi vous ce soir, entourée de tant de visages engagés, de chercheurs passionnés, de familles et de personnes qui incarnent, chacune à leur manière, la dignité et la force face à la maladie. Je vous dois un aveu. Mon engagement, Pascal l'a dit, auprès de l'ARSLA est né d'une rencontre. Celle avec Lorraine, une jeune femme lumineuse, dont le courage et la grâce m'ont profondément marquée. À travers elle, j'ai découvert ce que signifie vivre avec la SLA, mais aussi ce que signifie affronter, en plus de la maladie, un parcours administratif semé d'obstacles, de dossiers à refaire, de délais à supporter, de batailles à mener pour obtenir chaque droit. J'ai compris grâce à toi, Lorraine, qu'il ne suffisait pas d'avoir de la compassion, il fallait changer les règles du jeu. C'est pourquoi, avec mon collègue et ami le sénateur Gilles Boucher, nous avons porté ensemble le combat pour que les personnes atteintes de la SLA puissent accéder à la prestation de compensation du handicap après 60 ans et que leur dossier soit traité en priorité dans les maisons départementales des personnes handicapées. Cette loi, votée à l'unanimité au Sénat comme à l'Assemblée nationale, restera à jamais la loi Boucher, en hommage à un homme qui a incarné sa détermination et la dignité jusque dans l'épreuve. Gilbert Boucher n'était pas seulement un parlementaire engagé, il était lui-même touché par la maladie et il a transformé son combat personnel en un combat collectif. Son courage, sa bienveillance, sa pudeur et son attachement à la cause des personnes atteintes de SLA resteront, pour moi, un exemple. En effet, sa disparition m'a profondément affectée. Pour honorer sa mémoire et ses engagements, je dis ici haut et fort qu'une loi ne vit vraiment que lorsqu'elle est appliquée. Et nous savons qu'aujourd'hui encore, les décrets d'application se font attendre, notamment celui qui concerne l'article 1 du texte. Je veux vous le dire avec clarté, nous ne lâcherons rien. Je continuerai avec mes collègues parlementaires et avec la nouvelle ministre Stéphanie Rist, à faire en sorte que la loi, enfin, puisse entrer en vigueur. C'est le sens du courrier que je lui ai envoyé il y a quelques jours. Une victoire législative, en effet, n'a de sens que si elle change réellement la vie des personnes concernées. C'est dans cet esprit que nous devons ensemble rester vigilants sur l'avancement de 2 textes législatifs, les soins palliatifs et celui concernant la fin de vie. Ils ont été votés le 27 mai dernier à l'Assemblée nationale en première lecture et devraient passer au Sénat. Je regrette que l'examen de ces textes soit encore reporté par nos collègues sénateurs. Toutefois, et pour information, pas plus tard que cet après-midi, lors des questions au gouvernement, le gouvernement s'est engagé à ce que cette loi soit promulguée avant l'été 2026. J'y serai là encore une fois vigilante.
Ce soir, je veux aussi saluer une avancée majeure, la création de l'Institut Charcot. C'est un projet visionnaire porté par l'ARSLA qui unit les chercheurs, les cliniciens et les personnes malades dans un même élan. Cet institut incarne ce que nous devons défendre, une recherche collaborative, agile, ouverte, où chaque découverte se transforme plus vite en une solution. Je veux ici redire ma pleine détermination à soutenir au niveau parlementaire et gouvernemental la reconnaissance et le financement public de cet institut. Parce que la recherche sur la SLA mérite une stratégie nationale à la hauteur de l'urgence. Et en regardant cette salle, je vois là une communauté unie. Des chercheurs, des aidants, des familles, des élus, tous rassemblés autour d'une même promesse, transformer la douleur en action, l'urgence en victoire. Merci à l'ARSLA pour ce que vous portez. Merci à toutes celles et ceux qui font avancer la science. Et merci à vous, les personnes malades, qui nous rappelez chaque jour le sens profond de l'engagement politique, servir la vie jusqu'au bout, avec humanité. Merci. Merci, Madame la députée Sophie Panolac. Chère Sophie, merci de cet hommage aussi rendu au sénateur Boucher, tout récemment disparu. Et puis, merci de rappeler à tout le monde ici qu'il y a effectivement, et tu en es l'un des visages et l'une des voix, des relais au niveau politique et des gens qui ne lâcheront rien, car on l'a compris, on le sait, mais tu l'as bien redit, voter une loi est une chose, qu'elle soit appliquée en est encore une autre, et ce n'est pas aussi simple que ça. Alors, tu es venu vers l'ARSLA après tant d'autres engagements parce que effectivement, tu l'as rappelé, tu avais rencontré cette magnifique personne qui est Lorraine Vivier, que j'aime comme une petite sœur, cette jeune femme qui a touché tant de cœurs déjà depuis 2 ans, depuis qu'elle se bat pour faire connaître la maladie et pour collecter des fonds. Et elle est évidemment, Lorraine, dans cette campagne signée Fred et Farid. À ses côtés, Nicolas et Sabrina, Sandra et Jean-Pierre, Christophe et ses 2 enfants, Pauline, André et sa sœur Marine, tous pour porter un même message. Tant qu'il nous restera des forces, nous lutterons contre la maladie de Charcot. Je vous laisse découvrir cette très très belle et très forte campagne. Voilà, magnifique spot réalisé par l'agence Padé Faris. On a bien compris le message, ce doigt d'honneur adressé à la maladie, et on est assez fiers parce que avec Lorraine, Marine et toute notre équipe qui sommes partis il y a 2 ans en Laponie pour essayer de collecter des fonds, on avait ramené 100 000 € pour la recherche, c'est toujours ça, en faisant ce raid de par moins 28 degrés. On avait inventé ce slogan « Fuck la SLA ». Et fuck la SLA, je pense que c'est ce qu'on essaie et ce qu'on a tous envie de dire ce soir. Et j'espère qu'un jour on pourra le dire pour de bon. Des images très fortes que vous venez de découvrir, des visages aussi qui incarnent ce courage, cette force et la maladie, des histoires comme celle de Pauline Messier qui figure en premier dans ce spot et qui a accepté ce soir de venir partager son histoire avec nous. Si tu veux son témoignage, si tu veux bien nous rejoindre, Pauline. Pauline Messier, mesdames et messieurs. Bonjour. J'espère que vous allez tous très bien et que vous n'avez pas trop chaud parce qu'il fait très chaud ici. Oui, du coup, je vais vous raconter un peu mon témoignage. Je suis stressée, il y a beaucoup de visages qui me regardent. Donc moi, j'ai aujourd'hui 23 ans.
Mais il y a une époque où j'ai eu 20 ans. Et ça a 20 ans ou même 19 ans à l'époque. J'ai commencé à perdre beaucoup de mobilité au niveau de ma jambe gauche. Et il faut savoir qu'à l'époque, je dansais beaucoup et j'adorais porter des talons. Et donc, c'est comme ça que j'ai vu qu'il y avait un souci dans mon corps. Parce que j'ai commencé à boiter, à devoir mettre des chaussures plates. Ça a été très dur. Et ouais, j'ai commencé à perdre beaucoup. Mais au départ, on se pose pas forcément de questions. On sait pas ce qui se passe et puis surtout, on connaît pas. Donc, j'ai continué de vivre jusqu'à ce que ma maman me dise « T'as intérêt à aller voir le médecin sinon je te tue ». Et donc, j'ai commencé à faire une batterie d'examens pour savoir ce que j'avais. Pourquoi mon corps ne fonctionnait plus alors qu'à 20 ans, c'est le début de la vie. Donc, j'ai rencontré mon neurologue, un neurologue qui est absolument incroyable, avec des infirmières aussi qui sont incroyables. Je les aime beaucoup, beaucoup. Et le 17 novembre 2022, on m'a annoncé que j'avais une SLA. Alors là, je ne savais pas du tout ce que c'était. Sclérose latérale amyotrophique. Un mot très, très compliqué, très long. Maladie de Charcot. Je ne connaissais pas non plus. Dans les yeux de mes parents, j'ai vu qu'ils connaissaient. Je suis sortie de chez le médecin, j'ai pas trop compris, mais je savais que c'était grave. Et donc, le soir, je me suis dit, je vais aller sur Internet et je vais regarder ce que c'est. Ne faites pas ça. Vraiment, ne faites pas ça. Et c'est là où j'ai vu qu'en fait, il me restait plus que 3 à 5 ans à vivre. Donc, j'avais 20 ans. Et on me dit que je vais peut-être pas fêter mes 25 ans. Peut-être pas mes 21 non plus. Bon, je vous spoiler un peu, mais j'ai 23, donc ça va, je les ai passés. Mais c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Mais je suis pas du genre à me laisser abattre. Donc, j'ai tout de suite pris les choses du bon côté. Ce qui était un peu dur pour mes parents et mes proches en général. Parce qu'ils avaient un peu du mal à comprendre pourquoi je continuais de vivre. Alors que eux, pour eux, la vie s'était arrêtée. Mais j'aurais dit, aujourd'hui, je suis vivante. Donc, je veux vivre. J'ai continué ma vie. J'ai arrêté les études. Bon, c'est pas pour me déplaire. Mais j'ai arrêté les études. Et j'ai commencé à profiter de la vie. À voyager. À faire beaucoup de choses. À rencontrer du monde. Je voulais vraiment... C'est important pour moi de vivre. De perdre aucune minute. Parce que je savais que des minutes, j'en avais plus énormément. Donc, j'ai continué à vivre. Et puis, un jour, on me propose le Qalsody. Donc, on me dit que j'ai la chance de pouvoir avoir un traitement. Parce qu'il faut savoir que dans la SLA, on est 10% des cas à avoir... Désolée, j'ai très mal à la gorge. On est 10% des cas à avoir une forme génétique. Et dans cette forme génétique, moi, j'ai la forme SOD1. Donc, une forme qui permet d'accéder à ce traitement. Premier traitement dans la SLA. Quelque chose d'exceptionnel. Au début, je sais pas trop ce que c'est. Je me dis, de toute façon, on y va. Qu'est-ce que je vais perdre? Et j'ai, du coup, tous les mois, une ponction lombaire, qui est un peu douloureuse, mais qui se passe très bien grâce à mon neurologue et à mes infirmières, comme je l'ai dit. Désolée vraiment pour avoir... Non, c'est bon. Donc, j'ai le Qalsody. J'attends. Et au bout de quelques mois, je me rends compte qu'en fait, mes symptômes n'ont plus évolué. Et c'est quelque chose d'exceptionnel. Vraiment, c'est impressionnant, sachant que j'ai perdu très très vite. Je sais pas si ça va, du coup, vous dire quelque chose, mais j'étais à... Mon taux de neurofilament, il était à 400 picogrammes par millilitre, ce qui est beaucoup. Et j'ai beaucoup perdu très très vite. J'ai très vite été dans ce fauteuil, qui est pas moche, hein, mais je préfère être debout. Et puis oui, c'est vrai que depuis que je fais ce traitement, je me rends compte qu'en fait, mais attends, j'ai rien perdu d'autre. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Parce que c'est vrai qu'on est très peu à avoir un traitement. Et j'espère vraiment qu'il y aura un traitement pour tous ceux qui sont malades. Parce que tout le monde le mérite. Tout le monde mérite de vivre.
j'ai eu un rendez-vous avec mon neurologue qui m'a dit, si ça continue comme ça, ma vie, elle va être un peu plus longue. J'ai des chances de vivre quelques années de plus parce que justement le traitement fonctionne bien sur moi. Donc déjà, merci beaucoup à tous ceux qui sont dans la recherche. Pardon. Tous ceux qui m'aident à vivre. Je sais pas si vous vous en rendez compte parce que peut-être que vous êtes derrière un bureau ou avec vos petites fioles et tout ça. Mais derrière, il y a des gens qui vivent grâce à vous. Et il n'y a aucun mot qui est assez fort pour vous remercier. Donc, merci. Ce que j'ai voulu faire ensuite, c'est que... Ah oui, non. Attendez, faut que je vous raconte. Attendez, parce que là, on est dans le monde des bisounours. Ouh, youpi, j'ai un petit traitement. Donc, le neurologue me dit que c'est bon en juin. Et en novembre, j'apprends que le traitement va être retiré et que je n'aurai plus la chance de l'avoir. Je vous avoue que c'était un choc. Quand je me suis réveillée le matin, j'ai vu la tête de mes parents, j'ai cru que quelqu'un était mort. Non, non, c'est moi, en fait. Je vais mourir. J'allais vivre. Et puis finalement, je vais mourir. Je vous avoue que c'est compliqué de jouer comme ça. Ou non, je dirais plutôt c'est compliqué qu'on joue avec ma vie comme ça. Je sais plus trop où elle est. Désolée, je viens de voir ma copine. On sait pas trop où elle est, on sait pas... En fait, on sait pas si on doit construire quelque chose, si on doit avoir des projets, ou si on doit tout arrêter. Et donc, c'est là où je me suis dit, mais en fait, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je parle. J'adore parler. Il faut que je parle. Il faut que... Ça, on l'a vu, Pauline. Pardon, vous me donnez un Non, je fais ça. micro, mais attends, je parle. Mais oui, c'est vrai, je me suis dit, en fait, j'ai une voix, elle est faite pour ça. Et j'ai pas ce privilège de m'arrêter et juste de vivre dans mon coin. Bien sûr, il y en a pour qui c'est pas... qui veulent pas faire ça, je pense à ma tata. Mais pourtant, elle va réveiller, elle va faire beaucoup de choses. Moi, je sais que j'ai envie de parler, j'ai envie de montrer qu'il faut vivre. Et donc, on a fait beaucoup de choses avec la RSNA. C'est trop bien, on fait beaucoup de choses, on s'amuse beaucoup. Enfin, moi, je m'amuse beaucoup, en tout cas. Et... Pardon. Et il y a pas longtemps, on a fait du coup la fameuse campagne, qui était super chouette à faire. Moi, elle m'a beaucoup marqué déjà, parce que pour moi, le plus important, c'est le contact. Et j'ai pu rencontrer, du coup, des super personnes pour me montrer qu'on pouvait être super drôle, même sans parler. Et oui, ça m'a beaucoup touchée de rencontrer d'autres personnes qui sont aussi malades et qui vivent la même chose que moi, qui se battent au quotidien, mais qui continuent à vivre, à faire beaucoup de choses, des grands projets, des grands projets avec des bébés. Et oui, je me suis dit qu'en fait, tant qu'il me restera des forces, je vais lutter contre la maladie de Charcot. Voilà. Merci, Pauline. Merci et bravo. Bravo pour ton courage, pour ta résilience, pour cette gaieté que tu transmets. J'ai parfois dit que cette maladie, on a l'impression qu'elle fait sortir des personnes qui en sont atteintes ce qu'elles ont de plus beau et de meilleur en elles, mais j'avoue que, et on va le voir avec encore d'autres témoignages ce soir, Pauline nous en donne un merveilleux exemple, je pense qu'on peut l'applaudir encore. Et puis comme elle le dit, mais bien sûr vous avez d'autres exemples, mais c'est important d'avoir en face de vous le résultat de vos recherches et ce qui effectivement parfois porte ses fruits. Voilà, merci Pauline. Alors, on est là pour célébrer justement la recherche et les lauréats de cette année, et pour cela, je vais évidemment accueillir les représentants du conseil scientifique de l'ARSLA. J'invite le docteur Cédric Raoul et le docteur Pierre-François Prada, coprésident du conseil scientifique, à me rejoindre sur la scène, s'il vous plaît, messieurs. Bonsoir, comrade. Ça, je commence.
Bon, bonsoir. Tout d'abord, merci infiniment d'être là pour votre implication et vos témoignages. Donc, c'est extrêmement important que vous soyez effectivement présents pour soutenir la recherche sur la SLA. C'est aussi l'occasion pour nous en fait de rappeler la place que tient l'association en fait dans la recherche, dans le paysage de la recherche française. Alors, comme l'a souligné Valérie, ça fait 40 ans que l'association a été créée, l'initiative du professeur Vincent Méninger et de Guy Serra, qui était passé à tête de la SLA. Et depuis, c'est extrêmement important de rappeler que l'association a joué un rôle extrêmement important en structurant de nombreux projets, en fédérant de nombreuses structures, en commençant par des structures de recherche clinique. Alors, ça me permet de rappeler le rôle qu'a eu la RSLA en montant le projet Pulse, qui est une cohorte nationale qui regroupe 500 patients, avec des échantillons, des données cliniques, des données de génétique très récemment, des données d'imagerie. Donc, c'est une cohorte qui est extrêmement précieuse. Il a fallu à peu près une dizaine d'années avant d'arriver. Et je salue d'ailleurs le travail de David DeVos à ce propos. Et donc, au niveau de la recherche clinique, effectivement, on a eu beaucoup d'avancées. Ça a permis également de fédérer de nombreux laboratoires de recherche, puisque, j'allais dire, nous travaillons pratiquement tous ensemble. Et puis, ça a permis aussi de stimuler de nombreux partenariats médico-scientifiques, que ce soit des laboratoires du CHU ou des laboratoires en fait, de recherche fondamentale. Donc, ça a eu de nombreuses vertus de stimuler évidemment le développement de nouvelles pistes thérapeutiques, d'explorer de nouvelles pistes épidémiologiques en termes d'e-santé, etc. Donc, vraiment, ça a été extrêmement important. Je ne sais pas comment je peux changer de diable. Ah, c'est toi, droit, s'il te plaît. Donc, pour répondre à ces missions, en fait, la RSLA s'est dotée d'un conseil scientifique qui est élu pour 3 années. Donc là, c'est un conseil qui est fraîchement élu, mais qui a déjà pas mal travaillé, comme vous allez le voir, avec de nombreux appels à projets. Donc, c'est un conseil scientifique qui réunit, comme vous pouvez le voir, les principaux neurologues des centres de référence SLA en France, et puis des chercheurs de différentes institutions, que ce soit le CNRS, l'INSERM, les universités. Et j'en profite pour saluer chaleureusement Michel Perroso, qui est le représentant des patients, qui est avec nous depuis, je ne voudrais pas dire de bêtises, depuis 2018, il me semble, je crois. Bref, c'est extrêmement important d'avoir Michel avec nous, quoi. Donc voilà, avec une parité quasi parfaite. C'est quand même, il faut le souligner, quoi. Très bien. Je pense qu'on va passer à la suite. C'est l'évaluation. Donc, vous allez voir les lauréats de l'appel à projet de l'ARSA, et d'abord vous expliquer comment se fait la sélection des projets. Alors, dès son début, l'ARSA a toujours été très attentive à faire que cette sélection se fasse de façon très rigoureuse et en pleine transparence. Donc, c'est la mission qui est donnée au conseil scientifique. Alors, donc, comment ça s'est passé pour sélectionner les projets qui vont être présentés? Alors, donc, il y a un appel à projet qui est diffusé via les emails, le site, les réseaux sociaux. Et donc, un appel aux équipes de recherche de participer à cet appel à projet. Donc, l'ARSA reçoit des projets candidats. Alors, il y a une trame de projets extrêmement rigoureuse. Il faut qu'ils écrivent les objectifs, comment ils vont réaliser la recherche, quels sont les objectifs qu'ils doivent atteindre, quelles sont les perspectives, dire en quoi ce projet il va apporter dans la prise en charge des patients, et puis aussi ils doivent bien expliquer leur budget, comment ils vont utiliser cet argent. Et d'ailleurs, ce sera ensuite, je dirais, contrôlé, peut-être pas le terme, mais enfin, il faudra qu'ils envoient des rapports intermédiaires, et ça sera scruté de façon très, très minutieuse par l'ARSLA. Donc, l'ARSLA reçoit ces projets, et donc il y a déjà une première évaluation par
le conseil d'administration de l'ARSLA, ses représentants, pour savoir s'ils remplissent bien le cahier des charges sur le plan administratif. Donc ça, c'est le premier filtre. Et ensuite, donc là, c'est le conseil scientifique qui intervient et on se réunit pour décider qui va être responsable de l'évaluation d'un projet donné. Donc ça, vous avez vu, il y a différentes compétences dans le conseil scientifique. Donc ça va se faire en fonction de l'expertise de chacun et également de l'absence de conflit d'intérêts. C'est aussi une des choses extrêmement importantes. Ensuite, ces dossiers vont être envoyés à des experts internationaux. Il faut qu'il y ait au moins 3 experts qui jugent et notent les projets. Donc il y a différentes catégories. Il y a la partie méthodologique, il y a la faisabilité, la qualité de l'équipe et puis un système de notation. Et en fait, en fonction de ces notations, le membre du conseil scientifique va attribuer une moyenne, va déjà faire une moyenne arithmétique de ces évaluations par des experts internationaux, et puis mettre un commentaire, lui faire une synthèse. Par exemple, est-ce qu'il y a des dissociations entre les différentes évaluations ? Il va plus y avoir des évaluateurs qui sont particulièrement durs ou qui sont de mauvaise humeur le jour où ils font l'évaluation. Donc, ça va être aussi son rôle de regarder si tout ça sont cohérents. Ensuite, on se réunit au sein du conseil scientifique et on voit dossier par dossier. Donc, le rapporteur va faire un petit résumé du projet et puis va rapporter aux membres les commentaires des différents reviewers. Et donc là, va s'entamer une discussion pour établir ce qui va être une note, alors qui correspond il y a une moyenne arithmétique, mais il peut y avoir une discussion justement, comme j'en ai parlé, en fonction d'écarts d'évaluation qui pourraient être entre différents reviewers d'un même projet. Donc, on y passe beaucoup de temps, hein, parce que voilà, c'est un enjeu important, parce qu'il y a derrière des équipes, des jeunes chercheurs, donc leur thèse, même leur carrière scientifique future va en dépendre, hein, donc c'est extrêmement important. Alors, nous, après, on fait consciencieusement un classement avec des notes, et on va donc établir comme ça un ordre de priorité pour les financements. Et en fonction de la dotation financière, établir donc un ordre de priorité et établir ce qui nous semble être le cut-off pour les projets qui pourront bénéficier d'un financement. Mais ça, c'est l'avis consultatif du conseil scientifique. Donc, on rend cette liste et en même temps, on rend un texte de l'avis du conseil scientifique sur le projet, et on le présente lors d'une réunion avec le conseil d'administration de l'ARSLA qui, in fine, va décider des projets qui vont être financés. Voilà donc comment ça se passe. Donc c'est important que voilà, vous ayez cette vue de ce processus de sélection. Donc dans la partie suivante, on va justement présenter les appels à projets jeunes chercheurs. Merci Jean-François Cédric, merci à nos deux co-président du conseil scientifique pour ces explications. Vous voyez avec quelle rigueur et quelle méthodologie cette sélection est faite, qui aboutit au classement et au prix décerné ce soir, au financement qui sont retenus
décernés ce soir. Donc, le premier appel à projet concerne les jeunes chercheurs. C'est la relève, vous l'avez compris évidemment, de la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique. Il y a 4 lauréats ce soir. On va les appeler les uns après les autres et je vous demanderai à chacun de rester quelques secondes pour qu'on puisse se faire la photo traditionnelle. Cédric, c'est vous qui les appelez? Très bien, c'est parti. Donc, effectivement, comme vous avez pu voir, on a 4 différents types d'appels à projets. Le premier, c'est pour les jeunes chercheurs. C'est dédié à des chercheurs qui sont en 3e année de thèse, qui veulent évidemment continuer pour compléter leurs beaux travaux. On va y aller. Je vais appeler Anaël Burgard de l'Université de Strasbourg pour le projet Effet bénéfique d'enrichissement environnemental dans des modèles murins transgéniques de la d'Alzheimer, les SLA DFT. Il faut qu'on aille l'amphi. Ouais. Anaël, félicitations. Bonjour. Bonjour, ça va, pardon. Anaël Burgard, mesdames et messieurs, de l'Université de Strasbourg. Merci Anaël. On vous laisse regagner votre place. Je ne peux pas vous y conduire, quoi. Prochain, Youssef Issa, Institut des neurosciences de Montpellier, analyse fonctionnelle de nouveaux marqueurs moléculaires des motoneurones vulnérables à la SLA. Youssef, félicitations. Youssef Issa, Institut de neurosciences de l'Atelier. Bravo à lui. Alors oui, la prochaine lauréate en fait n'a pas pu se joindre à nous. C'était Elsie Pilier, l'Université Paris-Cité, sur le rôle des paraspicules dans le muscle latin de SLA. Et la prochaine lauréate, c'est Aline Etty, l'Institut des neurosciences de Montpellier, altération du circuit profond du cervelet dans la SLA, et qui va nous présenter d'ailleurs ton projet. Aline qui va nous présenter rapidement l'objet de ses recherches. Bonjour à toutes et à tous. Donc, aujourd'hui, nous sommes réunis à l'occasion de cette cérémonie des lauréats pour aborder cette maladie dévastatrice qu'est la SLA. Donc, il y a plusieurs manières d'aborder cette pathologie. Pour ma part, aujourd'hui, je vais vous parler de son étude précoce ainsi que de l'orchestration du mouvement, ce qui le rend possible, le régule et finit finalement par le perturber. Quand on bouge, tout semble simple, marcher, parler, lever un bras. Pourtant, derrière chaque geste, c'est une véritable symphonie neuronale qui se met en place. Chaque région du système nerveux joue sa partition en parfaite coordination, mais dans la SLA, certains instruments finissent peu à peu par se taire. Alors que la plupart des études se concentrent sur le cortex et la moelle épinière, là où les dégénérescences sont les plus visibles à des stades avancés, le cervelet, situé à l'arrière du cerveau et jouant le rôle de chef d'orchestre dans la coordination motrice et l'équilibre, reste peu étudié dans cette pathologie. Pour mon projet de thèse, nous cherchons donc à comprendre sa contribution dans la physiopathologie de la SLA. Notre hypothèse est qu'une altération des circuits cérébelleux précoces pourrait contribuer à des défauts moteurs. Pour répondre à cette question, j'utilise une souris modifiée génétiquement qui permet de reproduire les aspects principaux de la pathologie humaine. Grâce à des approches anatomiques, fonctionnelles et histologiques, nous pouvons donc étudier l'état du cervelet et de ses connexions à différents moments de la pathologie. Ici, les résultats obtenus jusqu'ici se concentrent particulièrement sur le début de la partition, bien en amont du diagnostic clinique, là où les premières dissonances se font entendre. En effet, le cervelet est connu pour être impliqué pour tout ce qui est motricité fine. Nous avons donc décidé d'étudier ce paramètre en mettant en place un test de comportement. Ce test consiste à apprendre à des souris à attraper une croquette positionnée sur un socle derrière un plexiglas, comme vous pouvez le voir sur le schéma juste en haut. Et grâce à ce test de préhension, nous avons pu mettre en évidence un déficit dans l'apprentissage de ce type de tâches motrices. En parallèle, au niveau cellulaire, nous avons observé une dérégulation de la transmission d'informations au niveau du cervelet qui pourrait expliquer ce type de comportement. La présence de ces altérations dès la phase dite prodromale, c'est-à-dire avant les premiers signes cliniques,
suggère une potentielle fenêtre qui pourrait, on l'espère, représenter soit une potentielle fenêtre d'intervention ou permettre d'aider et affiner le diagnostic précoce de la SLA. Mieux comprendre le cervelet peut donc nous permettre d'élargir notre regard sur la SLA et, on l'espère tous ici, éventuellement identifier de nouvelles cibles thérapeutiques. En somme, pour pouvoir restaurer l'harmonie du système nerveux dans cette pathologie, il faut peut-être prêter attention à cette région du cerveau qui jusqu'ici semble silencieuse pour la majorité. Je terminerai en remerciant l'ARSLA pour avoir accepté de financer ma 4e année de thèse qui, je l'espère, me permettra de comprendre un peu mieux et de continuer mes recherches sur le cervelet dans cette pathologie. Merci pour votre attention. Merci à l'INAIT de l'Institut Neurosciences de Montpellier. Et merci et bravo à ces 4 chercheurs qui incarnent effectivement tout le renouveau de la recherche et le fait que l'espoir réside aussi dans cette passion qui les anime. C'est le moment d'accueillir quelqu'un qui est aussi une passionnée, une amie également, quelqu'un qui est d'une fidélité sans faille depuis plusieurs années. À l'ARSLA, c'est notre amie ambassadrice de l'association Valérie Créa-Weiler. Si tu veux bien me rejoindre sur scène pour nous dire quelques mots, Valérie. Bonsoir à tous. Moi, je suis juste venue vous dire que je n'allais pas parler. Je suis là avec beaucoup d'humilité devant vous, les chercheurs, parce que j'ai une maxime dans la vie, c'est de dire il y a toujours une solution à tout. J'ai élevé mes enfants comme ça, à chaque moment d'angoisse. Ne vous inquiétez pas, il y a une solution. Et la maladie de Charcot, il n'y aurait pas de solution. Voilà, c'est pour ça qu'il faut se battre. C'est pour Lorraine que j'ai rencontrée et qui m'a engagée dans son sillage, parce qu'on ne peut pas résister à Lorraine. Et puis maintenant, il y a Pauline, il y a Sandra, il y a tous les autres malades. Donc, je peux juste relayer cette colère. Je n'ai pas de solution pour la maladie, mais j'ai quelques solutions pour ouvrir des portes. Et c'est en cela que je peux essayer d'agir. Merci à tous et bravo les chercheurs. Merci Valérie. Merci d'être sans cesse à mes côtés sur les événements et dans les médias pour faire parler de la SLA et pour appeler au don. J'en profite aussi pour saluer et embrasser notre autre ambassadeur qui est là ce soir, Mario Barriavecchia, dont le papa a été victime de la SLA et qui est lui aussi depuis de longues années engagé dans ce combat. Merci Mario. On va entasser au deuxième appel à projet, messieurs. C'est celui des lauréats de l'appel à projet académique, un condensé d'excellence et d'innovation scientifique. Alors donc ça désigne tous les projets qui ont pour but de comprendre vraiment la physiopathologie de la maladie jusqu'au cœur de la cellule et des modifications de l'ADN. Donc c'est des travaux qui sont absolument essentiels, avec comme but essentiel de trouver des cibles thérapeutiques. Donc, la première lauréate, donc, qui est Sandrine Bertrand, que je vais appeler pour un projet qui s'appelle Central Canal ELS, rôle des neurones spinaux en contact avec le liquide cérébrospinal dans la SLA. Voilà. Alors, il s'agit maintenant d'un projet qui a été présenté par Luc Dupuis de Strasbourg et Janice Robertson de l'Université de Toronto au Canada. Il est intitulé Mélanie ELS, relation entre neurones MCH et pathologie TDP43 au cours de la SLA. Alors, je crois que Luc Dupuis... Ils sont représentés généralement par le docteur Salim Bega. Ah, bah, très bien. Donc, s'il veut bien nous rejoindre. Juice. Yes. Projet de Quentin Grimal, Sorbonne Université, laboratoire d'imagerie biomédicale.
préquin, évaluation préclinique de l'imagerie ultrasonore quantitative du couplage neuromusculaire pour la SLA. Ensuite, Edor Kabashi, évidemment qu'on ne présente pas, Institut Imagine Paris, multifus, analyse multiomique dans les modèles cellulaires et animaux suite à la défaillance métabolique. Ensuite, Sophie Layal, Institut de neurosciences de Montpellier, motor-kiff glia, caractérisation de l'interaction entre le motoneurone et la glie dans les conditions pathologiques de la SLA KIF 5A. Ensuite, Hélène Blasco et Cédric Raoul. Hélène Blasco de Tours, Cédric Raoul évidemment de l'Institut de neurosciences de Montpellier, Kirals, implication et potentiel thérapeutique de la voie kynurénine dans la SLA. Et c'est vrai que Tokyo, maintenant, Chantal Sellier, Centre de recherche en biomédecine de Strasbourg, et Christine Doucet du Centre de biologie structurale de Montpellier, NUPOR et LS, structure du port nucléaire et altération du transport nucléocytoplasmique dans la SLA liée à NUP50. Alors, le dernier projet pour cet appel d'offres particulier, Anne-Sophie Roland du CHU de Lille et Kevin Mouza de l'Institut neurosciences de Montpellier, Secret Protect, biothérapie basée sur le système de réparation naturelle contenu dans le sécrétome des plaquettes sanguines sur la locomotion et la survie dans les modèles humanisé SLA et de poisson zèbre. Ah. On va leur donner la parole, je crois, quelques instants pour présenter leurs travaux. Docteur Roland et Docteur Mouza. Merci à l'ARSLA de nous donner l'opportunité de présenter ce projet et de nous avoir financé, bien sûr. Notre question du projet Second Vie, c'est est-ce que le HPPL peut-il protéger les poissons zèbres, modèle de la maladie? Alors, qu'est-ce que c'est que le HPPL? Le HPPL, en fait, c'est une biothérapie multicible qui est basée sur le système de plaquettaire et qui va pouvoir cibler plusieurs mécanismes pathologiques de la maladie, et grâce à différents processus, il va pouvoir être administré à l'homme. Donc, à toi. Merci, bonjour à tous. On fait cette présentation à deux voix, mais bien évidemment, on travaille ensemble. L'idée qu'on a eue, en fait, c'est d'essayer de tester ce HPPL sur un modèle original, modèle de poisson zèbre. Alors, le poisson zèbre, en fait, c'est un petit modèle de la maladie que nous avons développé, que nous continuons à développer, que nous continuons à optimiser. Alors, comment ça fonctionne, en fait? Eh bien, vous voyez, alors ça va très vite, mais vous voyez qu'un poisson normal, quand on le touche, on le met dans de l'eau, dans une boîte, on le touche et en fait, il va s'enfuir, il va nager. Et le modèle que nous avons créé, en fait, c'est un poisson qui imite la maladie, puisque quand on le touche, vous voyez qu'il a une nage qui est perturbée, il a des capacités locomotrices qui sont perturbées. Et c'est là l'idée du projet, où nous avons pour idée de tester ce composé, le HPPL, sur notre modèle de poisson zèbre, avec deux objectifs. Est-ce que le HPPL peut protéger les poissons
de ces troubles locomoteurs. Et le deuxième objectif, c'est est-ce que le HPPL pourrait limiter les troubles locomoteurs et éventuellement améliorer la nage de ces poissons. Voilà, je tiens à vous remercier pour votre attention et bien évidemment, nous remercions l'ARSLA pour son soutien. Merci à vous deux et bravo à tous ces chercheurs pour leur engagement à long terme, permanent, déterminé, en faveur de la recherche sur la maladie de Charcot, sur la SLA. C'est le moment de vous présenter, pour ceux d'entre vous très rares sans doute qui ne la connaissent pas encore, Lorraine Vivier, mon amie, ma petite sœur, Lorraine qui est diagnostiquée depuis le mois de novembre 2022 de la SLA et qui va faire son témoignage devant vous, comme elle l'a déjà fait devant beaucoup de médias et au travers de son livre magnifique « La vie est belle » et c'est là. Si tu veux le rejoindre. Déjà, bonsoir à tous. Je suis ravie d'être là ce soir. Je suis très émue. Hein. Je suis très émue et je suis très en colère parce que l'année dernière, pour la cérémonie des lauréats, je parlais ici au pupitre et je tenais debout. Et là, c'est compliqué ce soir. Aujourd'hui, voilà, mes bras ne tiennent plus comme avant, mes jambes non plus. Voilà ce que fait la SLA. Elle avance, parfois vite, parfois trop vite. Elle ne prévient pas, elle ne négocie pas, elle s'impose un jour après l'autre. Quand le diagnostic est tombé, j'avais 35 ans, il y a 3 ans. 3 lettres qui changent tout. Elle bouleverse la vie et les projets. En quelques mots, on perd ses repères, son métier, parfois même la confiance dans son propre corps. Au début, j'ai eu peur, celle de ne plus pouvoir serrer une main, de devenir une étrangère à moi-même. Et puis après cette sidération, j'ai décidé de ne pas subir. Je voulais rester actrice de ma vie, de mes choix, de mon combat. Alors j'ai appris à vivre autrement, à m'adapter et à faire confiance. À accepter l'aide, ce qui est sans doute l'une des plus grandes leçons de cette maladie. Mais surtout, j'ai découvert une chose essentielle, je ne suis pas seule. Derrière chaque avancée, chaque mot d'espoir, il y a des chercheurs, des équipes, des donateurs, des proches, des gens qui refusent l'abandon. Des personnes qui, chacune à leur manière, croient en la possibilité de faire reculer la maladie. Ce soir, je suis là pour leur dire merci. Parce que sans eux, sans vous, l'espoir s'éteindrait. Et moi, je refuse de vivre sans espoir. Cette année, j'ai senti la maladie progresser. C'est difficile à dire, mais c'est la réalité. Il y a des jours où le corps se dérobe, où tout devient plus lent, plus compliqué. Et pourtant, au milieu de cette réalité, il y a une force qui persiste, la conviction que la recherche, elle avance. Quel est notre moteur, notre horizon, notre promesse? La recherche, c'est ce qui transforme la peur en énergie, la colère en action, le désespoir en projet. C'est elle qui nous redonne le droit d'espérer, même quand tout semble vaciller. Et quand je vous vois ce soir, c'est vous les chercheurs, réunis, ces projets portés par tant d'intelligence et de détermination, je me dis qu'un jour, oui, cette maladie finira par reculer. Quand j'ai participé à la campagne « Tant qu'il nous restera des forces », c'était exactement pour dire cela. Dire que même quand le corps faiblit, il reste quelque chose d'indestructible. L'envie de vivre, l'envie de se battre et surtout le refus d'abandonner. Merci. Parce que tant qu'il nous reste un souffle, une parole, un sourire, il reste une force. Et cette force, je la puise dans mes proches. Marine, ce soir, ma sœur qui m'accompagne dans tout ce que je fais, qui est là pour moi, dans les chercheurs, dans cette communauté qui ne renonce jamais. La SLA me ralentit, mais elle ne m'arrête pas. Elle me bouscule, mais elle n'a pas enlevé l'essentiel, la capacité d'aimer, de rire, de croire et de me battre. Et tant qu'il me restera des forces, je continuerai, pour moi et pour les autres. Alors merci à tous ceux qui, par leur travail ou leur générosité, nous permettent d'espérer. Merci à ceux qui refusent de baisser les bras. Merci à ceux qui transforment nos vies, un pas de recherche après l'autre. Ce soir, je veux que vous repartiez avec une seule idée. Tant qu'il nous restera des forces, il y a de l'espoir. Merci à tous et merci à tous ceux qui me soutiennent dans mon quotidien et dans mon combat. Merci du fond du cœur. Merci.
Merci beaucoup, Lorraine. Je voudrais qu'elle applaudisse aussi chaleureusement Marine, sa sœur, qui est son pilier depuis plusieurs années déjà, et chaque jour un petit peu plus, et qui incarne, comme Salrina le fera tout à l'heure, aux côtés de Nicolas, le rôle indispensable et incontournable, mais aussi très difficile des aidants, et dont on ne parle pas assez. C'était la journée des aidants il y a quelques jours. Voilà, bravo à Marine aussi, et bravo à Sabrina pour votre présence auprès de vos proches malades. C'est pas dans mes fiches, mais j'ai été frappé tout à l'heure en écoutant Lorraine par ce cercle vertueux qui est incarné ce soir, parce que Pauline, Nicolas, Lorraine, tous les autres qui sont là ce soir, ils ont besoin de vous, évidemment, comme tous les malades de la SLA, et ils ont besoin de chaque minute de votre énergie et de votre temps et de vos talents et de vos compétences. Mais vous avez besoin d'eux aussi, parce que c'est grâce à leur engagement, leur courage incroyable, leur présence dans les médias, leur capacité à collecter des fonds, à lever des sommes astronomiques comme le fait Nicolas, on en parlera tout à l'heure. C'est grâce aussi à eux que vos travaux peuvent être financés. Et je trouve ça assez magnifique ce soir de voir réunis à la fois effectivement ceux dont vous représentez l'espoir, qui sont là pour témoigner, et ceux aussi dont vous avez besoin pour continuer à travailler pour eux. Voilà, je trouve ça assez beau, et merci à vous tous, malades, qui trouvez la force de témoigner chaque jour et d'être au premier plan, malgré toutes les contraintes qu'on connaît et toutes celles qu'on n'imagine même pas. Merci à vous. Je pense qu'on peut les applaudir. J'allais profiter parce qu'exceptionnellement, on n'est pas trop en retard, m'a dit Bettina. Donc voilà, c'est mon petit mot. On va passer, s'il vous plaît, Cédric et François, au lauréat de l'appel à projet clinique. Oui, tout à fait. Et j'invite, alors, c'est le docteur Pierre Tanqueray, des hôpitaux civils de Lyon, mais malheureusement, docteur Tanqueray n'a pas pu se joindre à nous. Et c'est le docteur Émilien Bernard qui va de ce pas. Félicitations. C'est. Je suis là. Docteur Bernard, si vous voulez bien nous présenter ce projet Alerte. Oui, bonsoir à tous. Donc, effectivement, je remplace Pierre Tanqueray qui s'excuse et qui est lauréat de ce prix. Donc, juste pour vous rappeler que la gravité de la SLA tient au fait de son atteinte respiratoire qui est quasiment invariable et pour laquelle on propose, à partir du moment où les patients sont symptomatiques, ce qu'on appelle une ventilation non invasive. Et ce qui est peu connu, c'est pourquoi certains patients s'adaptent très bien à la machine, d'autres moins bien, pourquoi certains ont des espérances de vie très prolongées, d'autres moins. Et donc, cette étude, pour la résumer de façon simple, elle utilise ce qu'on appelle les big data, et c'est-à-dire l'ensemble des données de la Sécu qui sont en accès à la demande, et associées à l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle le deep learning, et tout ça pour tâcher de modéliser des trajectoires, des parcours de soins. Et donc, c'est un gros projet de Pierre Tanqueray, donc qui est notre chef de clinique qui s'occupe des patients SLA au centre SLA de Lyon, qui va faire l'objet d'une succession d'articles, donc, dont le premier d'ailleurs est en cours de révision pour une bonne revue. Donc, il remercie chaleureusement l'ARSLA d'avoir financé son projet. Je vous remercie. Merci, docteur Bernard. C'est vrai que Jean-François, c'est le moment de passer à l'appel à projet biotech. Ok, donc je vais inviter Thomas Joudino de la boîte Ceres Brain Therapeutics à l'Institut du cerveau de Paris, projet évaluer l'efficacité de CBT101 dans des modèles in vivo in vitro de la SLA. Docteur Joudino, vous voulez nous dire quelques mots sur le projet, s'il vous plaît? Bonjour à tous et merci à l'ARSLA, bien sûr, de nous récompenser, mon équipe et moi. Donc, Ceres Brain Therapeutics, c'est une spin-off du CEA qui développe un médicament qui permet de réénergiser le cerveau. Et on sait que dans la SLA, il y a des problèmes métaboliques, il y a des problèmes d'énergie au niveau des motoneurones. Et donc, on voudrait en fait conduire un essai clinique l'année prochaine, si possible, dans la SCA. Mais auparavant, il faut qu'on montre que notre médicament, le CBT101, qu'on administre par voie nasale,
permet de réénergiser bien ces motoneurones. Et l'ARSLA nous finance une étude qu'on fait à l'Institut Imagine sur des motoneurones, on appelle ça des cellules IPS, donc des motoneurones in vitro, qu'on va incuber avec notre produit pour voir si effectivement le produit rentre bien et réénergise bien ces motoneurones. Encore une fois, merci beaucoup. Merci, Dr Vellinet. Alors, de la biotechnologie à l'intelligence artificielle, il y a un pas plus ou moins grand selon, mais c'est le moment d'accueillir ici sur scène Nicolas Beretti, membre du conseil d'administration de l'ARSLA. Qui va vous expliquer comment il a eu l'idée, effectivement, de créer un programme de financement de la mise au service de l'intelligence artificielle au bénéfice de la recherche sur la SLA. C'est vous qui parlez. Je pensais que c'était Sabrina, pardon. Bonsoir. Je peux vous présenter votre prénom? Félix. D'accord. Bonsoir à tous, à toutes et à tous. Avant toute chose, je suis Félix, un nouveau modèle d'IA générative conçu pour se tenir debout et ou assis et prononcer des phrases à la place des autres. Ce soir, je prête ma voix à Nicolas, qui a écrit ces quelques lignes. Je ne suis donc absolument pas responsable de ce qu'il raconte, d'autant plus que je découvre le texte en même temps que vous, et me connaissant, il y a quelques blagues, pas nécessairement très fines, qui nous attendent. Comme vous pouvez le constater, mon concepteur a largement négligé l'apparence au profit d'un certain réalisme. Et voici donc la première vanne nulle. Tu m'auras tout fait. Alors, c'est un grand plaisir de vous retrouver ce soir. Il y a un an, j'ai pu annoncer mon projet un peu barré de trouver, je ne sais comment, 1 demi-million d'euros pour financer des travaux de recherche basés sur l'IA. Un peu bancal comme projet, sachant que je n'ai aucune compétence en IA, pas plus qu'en levée de fonds. Et les seules recherches que j'ai faites, c'était pour trouver un appart. Et encore. Mais si l'incompétence avait réellement une vertu darwinienne, la vie politique serait moins drôle. Il y a un an donc, je pouvais encore parler un peu. Par contre, si je prenais le micro ce soir, vous passeriez un très mauvais moment, étant donné que je vis désormais dans une autre dimension, celle de la lenteur extrême et la frustration qui va avec. La maladie m'a pris ma voix depuis quelques mois, mais j'ai appris à écrire avec les yeux et ça m'a pas empêché d'inonder LinkedIn de demandes de dons pendant des mois. Je n'ai plus aucune fierté à force de faire la manche. Figurez-vous qu'après plusieurs semaines à un feu rouge à mendier, on a réussi à trouver 500 000 euros. Un grand merci à la RSSLA, Bettina et Sabine, à Sabrina, ma femme, à Célia, pas ma femme, désolé Célia, et à tous les donateurs qui m'ont soutenu. Honnêtement, je ne pensais pas réussir si vite. Et voilà qu'un an après, non seulement on a réuni les fonds, mais en plus on peut annoncer les résultats de notre appel à projet SLIA. Merci aux chercheurs qui ont étudié les différents projets et les ont choisis. Ils font ça en plus de leur travail et bénévolement. Ça mérite un applaudissement. Vous connaîtrez ce soir le nom des projets sélectionnés. Je voudrais les féliciter et leur dire 2 choses. Réussissez et, je vous en prie, réussissez vite. Je veux voir ma fille grandir. Elle est beaucoup trop choupinette. Vous pensez que j'ai terminé? Pas du tout. Fallait pas m'inviter. Donc, une fois qu'on a fini de lever des fonds, on ne s'est pas posé tranquille à attendre que vous, les gens intelligents, très intelligents, trouviez un traitement.
on s'est demandé comment faire pour que vous puissiez aller plus vite, plus loin, et comment faire pour que d'autres chercheurs puissent chercher autre chose que des financements. Comment faire pour que les recherches soient connectées, coordonnées, se complètent et rapidement. Comment injecter cette IA dans les projets de recherche pour gagner du temps, un temps trop précieux pour être gaspillé par des broutilles administratives et financières. Alors avec Sabine, la DG de la RSLA, et Edor, chercheur de renom, on s'est retroussé les manches, on a pris une grande inspiration, sans VNI, et on a commencé à travailler sur le plus grand projet de l'histoire de l'humanité. Bon, ok, le plus grand projet de l'histoire de l'association. La création d'un institut de recherche dédié à la SLA et au MND. On est allé voir le ministre de la Santé, l'ancien du coup, ça change vite. On est allé à l'Élysée. Grâce à Thomas, on devait voir 2 autres ministres, mais ces derniers temps, ils tombent comme des feuilles de l'automne. Donc, on doit tout recommencer. On est allé chercher partout des soutiens, des sourires et des sous, tout court. On a eu la chance d'être rejoints par d'excellents spécialistes. Edor, Luc, Cédric, Pierre-François, Gaël, Hélène, merci à eux. L'ambition est forte. Trouver 5 millions d'euros par an. 5 millions d'euros par an pour vous. On espère les avoir. Pour l'instant, avec mon livret A, on n'y est pas encore, mais je vais demander des sous à Noël. Plus sérieusement, je voudrais tirer mon chapeau à la RSLA et ses administrateurs, mes collègues. L'association a décidé de montrer l'exemple en investissant 3 millions d'euros dans l'Institut. Vous pouvez applaudir. C'est pour ça qu'on a pris une grande inspiration. C'est une énorme somme d'argent pour nous, mais après 160 ans d'efforts de recherche, on s'est dit que ça valait le coup d'aller dos au mur et pied au plancher pour enfin ôter l'adjectif incurable de la SLA. Alors maintenant les amis, c'est à vous de jouer, et nous, on va tout faire pour vous aider à nous aider. Je crois en vous, et vous savez quoi ? C'est précisément parce qu'ils disent que c'est impossible qu'on va réussir. Merci à vous. Un immense bravo à Nicolas et merci à Félix d'avoir interprété ce texte avec tout le talent d'une intelligence artificielle ô combien magnifiquement incarnée. Merci. Nicolas, bravo, on t'aime, on t'adore pour ton humour, pour ce sourire et ces yeux qui pétillent en permanence. Et même si le rire et l'humour ne sont pas, hélas, un traitement, en tout cas, ça ne peut pas faire de mal et tu nous le prouves à chaque fois qu'on se rencontre. Merci. Alors, c'est le même, c'est avec Pierre-François, justement, d'accueillir le lauréat de ce programme d'appel à projet SLIA dédié à l'intelligence artificielle appliquée à la SLA. Ouais. Donc, on va commencer. Alors, quand même, à cause de Nicolas, une mauvaise nouvelle pour les chercheurs ici présents, parce que vous risquez de vous retrouver à Pôle emploi rapidement, parce que l'intelligence artificielle va vous remplacer. Non, donc c'est effectivement un outil indispensable et vraiment qui va complètement transformer les choses. Donc, je vais inviter Sorana Siura de l'Institut Imagine pour son projet Mondria. Profilage morphométrique assisté par l'IA de motoneurones dérivés de patients SLA pour l'investigation mécanistique et le criblage de médicaments. Ensuite, Hélène Blasco et Philippe Corsia, CHU de Tours, projet par SLA-I, analyse par IA des parcours de soins chez les patients atteints de SLA dans les régions Centre, Val-de-Loire et Pays de la Loire vers une optimisation de la continuité des soins.
Ensuite, Dimitri Todorov du laboratoire d'imagerie biomédicale Sorbonne Université, projet Virtuals, jumeau numérique de la SLA, un patient virtuel atteint de sclérose latérale amyotrophique. C'est Véronique Marchand-Peuvert qui dirige l'unité SLA du laboratoire LIP. Ensuite, Philippe Caudron, Université d'Angers, Atlas, caractérisation et analyse de la pathologie cérébrale et médulaire de patients atteints de SLA par intelligence artificielle. Oui. Docteur Atlas, est-ce que vous voulez nous dire un mot sur le projet? Docteur Caudron, pardon, si vous voulez nous dire un mot sur le projet Atlas. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup de me proposer de présenter ce projet et surtout à l'ARSLA d'avoir soutenu. Je suis le professeur Philippe Caudron, je suis neurologue clinicien à Angers, au CHU et dans le centre SLA. Et je suis aussi enseignant-chercheur en neuropathologie et en intelligence artificielle à l'Université d'Angers. Et vous allez voir que ces trois thématiques se retrouvent dans ce projet. Le projet Atlas, l'idée étant de cartographier la pathologie cérébrale et médulaire en utilisant l'intelligence artificielle. Alors, à Angers, on a la chance historiquement d'avoir un centre de neuropathologie avec une biocollection de personnes qui ont fait don de leur cerveau pour la recherche. Et nous avons au sein de cette biocollection 71 personnes qui ont été touchées par la SLA et des personnes qui ont été suivies au CHU d'Angers, mais également au centre de Tours, de Nantes et de Rennes. L'objectif, ça va être d'analyser de façon extrêmement précise et complète, de cartographier toute la pathologie qu'on peut observer au sein de ces échantillons, à la fois sur le plan histologique, avec des techniques d'histologie de marquage ciblées qu'on va effectuer dans 18 zones anatomiques systématiques et numériser toutes les lames qui vont être effectuées, donc sur le plan pathologique, et également en génétique et en omique, transcriptomique, protéomique, beaucoup d'analyses en biologie et en biochimie, et en biologie moléculaire, et toutes les données qui vont être récoltées, qui vont être analysées, vont être placées dans une base de données sécurisée au CHU d'Angers de 50 téraoctets. Et l'objectif, ça va être d'analyser cette très grande quantité de données systématiques en s'appuyant sur des algorithmes d'intelligence artificielle que nous développons avec deux équipes, une angevine et une canadienne, pour analyser toutes ces données et cartographier de façon la plus précise possible la pathologie au niveau du système nerveux central. Avec deux perspectives. La première, c'est celle de créer une plateforme ouverte à l'ensemble des équipes qui travaillent sur la SLA, avec toutes les données qui seront accessibles, les données cliniques, les données d'imagerie, les données systématiques de pathologie et des données en omique. Et puis également de travailler avec nos équipes d'intelligence artificielle pour essayer de mieux comprendre la maladie, identifier des endophénotypes, identifier des signatures de la maladie et réfléchir à de nouvelles pistes thérapeutiques. Voilà, je remercie toutes les personnes qui travaillent avec nous sur ce projet. Je remercie bien sûr l'ARSLA pour son soutien et puis je vous remercie pour votre attention. Merci Dr Philippe Caudron pour ce projet qui démontre, s'il en était besoin, à quel point l'IA peut ouvrir de nouvelles perspectives pour mieux comprendre la SLA, pour relier les données et peut-être un jour mieux la traiter. Cette approche qui symbolise aussi évidemment l'esprit de l'ARSLA de faire dialoguer la science, la technologie et l'humain pour accélérer les découvertes. Et justement pour clôturer ce soir cette partie scientifique et ouvrir les perspectives de demain, je voudrais que vous accueilliez très chaleureusement le vice-président de l'ARSLA, chercheur à l'Institut Imagine, membre fondateur de l'Institut Charcot, ce grand projet collectif dont on a parlé qui va structurer la recherche sur la SLA en France, le docteur Edor Kabachi. Chers toutes et tous, ce que nous avons partagé ce soir, les projets, les témoignages, les émotions, traduit une chose essentielle. La recherche sur la SLA avance et elle avance ensemble. Chaque présentation, chaque regard, chaque mot entendu ici rappelle à quel point cette maladie est à la fois un défi scientifique et humain. Et notre responsabilité, à nous chercheurs et cliniciens, c'est de transformer cette émotion en action, cette urgence en méthode,
cette énergie collective en sciences. Les lauréats que nous venons de découvrir incarnent cette exigence, celle de créer, d'explorer, d'oser. Vous avez bien vu ensemble. Leur travail, comme celui de toutes les équipes soutenues par l'ARSLA, trace des voies nouvelles, parfois risquées, toujours nécessaires. Et c'est précisément ce courage scientifique que nous devons amplifier aujourd'hui. Car une nouvelle étape s'ouvre pour notre communauté, la création de l'Institut Charcot. C'est ce fameux neurologue français qui est né 250 ans avant, qui a premièrement décrit cette maladie et qui nous ouvre tellement de voies d'amélioration. Et en effet, pour la première fois en France, un institut est entièrement dédié à la sclérose latérale amyotrophique et aux maladies du moteur neural. Jusqu'ici, la recherche sur la SLA avançait avec des forces remarquables mais souvent dispersées. Des équipes d'excellence, oui, mais isolées, manquant d'un lieu commun pour partager, croiser, accélérer. L'Institut Charcot est la réponse de l'ARSLA, notre réponse à cette dispersion. C'est une structure inédite portée par l'ARSLA, les chercheurs, les cliniciens et les personnes malades dans un triangle qui fait la force. Sa force, c'est d'unir les mondes qui jusqu'ici se croisaient sans toujours se rejoindre. Donc on va fédérer la recherche fondamentale pour comprendre le mécanisme intime de la maladie. La recherche clinique au plus près de personnes. Et les personnes malades elles-mêmes désormais associées à la gouvernance parce que leur expérience est une connaissance. Avec l'Institut Charcot, nous voulons créer une dynamique nationale et internationale ouverte, agile et collaborative. Un modèle fondé sur la donnée partagée, sur des programmes coordonnés d'excellence et sur une vision commune, accélérer le passage de la découverte au traitement. Mais soyons lucides, cet institut ne pourra vivre que si nous le faisons vivre ensemble. Il ne pourra réussir que si tous les chercheurs, cliniciens, acteurs présents ici décident de s'impliquer, de rejoindre cette aventure collective. Nous comptons sur vous, sur votre engagement et sur votre envie d'agir autrement. C'est ensemble et seulement ensemble que nous pourrons faire de l'Institut Charcot un véritable levier de transformation pour la recherche sur la SLA. Je veux à ce titre saluer les membres fondateurs de cette belle aventure, Luc Dupuis, David Devers qui sont ici, Hélène Blasco, Cédric Raoul, Pierre-François Prada, Pierre-Philippe Couratier et Gaël Brunto. Et à redire combien l'ARSLA, toute la direction du conseil d'administration et le directeur général, depuis 40 ans, demeure le moteur de cette union entre science, espoir et engagement humain. L'Institut Charcot, c'est un appel collectif et la responsabilité et à la coopération. Et c'est ce message que je souhaite vous laisser ce soir. Merci à tous. Merci Eder pour ce message très clair sur la révolution que peut représenter cet Institut Charcot, et en espérant évidemment trouver très vite les financements dont il a besoin. On l'a compris ce soir, la recherche elle avancera grâce à vous, chercheurs, médecins, cliniciens, grâce aux malades qui témoignent avec ce courage, cette lueur incroyable dans les yeux, et puis aussi aux politiques qui doivent relayer ça en action et en possibilité de financement, bien évidemment, et de législation pour permettre aussi, comme le rappelait Pauline tout à l'heure, de ne pas avoir à faire face à des aberrations telles qu'il y a un traitement tout d'un coup et puis on n'a plus le droit de l'utiliser. On me dit que je vais vivre et puis tout d'un coup, j'ai plus le droit de vivre. Ça, c'est les politiques qui le font. On a ouvert cette soirée avec Sophie Panonac. C'est un autre député très engagé auprès de l'ARSA depuis de longues années que je vous demande d'accueillir chaleureusement maintenant, c'est Thomas Lam. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bon, je suis extrêmement ému et honoré d'être ici ce soir. D'abord parce que je me sens pas extrêmement légitime. Il y a ici des chercheurs, des donateurs, des entreprises qui se sont créées pour avancer sur ces projets d'IA. Il y a des parlementaires comme Sophie Panonac qui sont impliqués sur ces sujets depuis longtemps. Moi, je suis là parce que Nicolas me l'a demandé. Alors, je ne voulais pas me faire chambrer, mais c'est vrai que je me sens
très honoré et ému d'être là. Alors, il y a quelques années, Nicolas nous disait au détour d'un mail, j'étais dans une boucle mail avec Nicolas et il nous disait au détour d'un mail, vraiment à la fin, bon, sinon les gars, je suis atteint de la maladie SLA, mais ça va aller. C'est Nicolas, hein. Il a une force de caractère, mais moi à l'époque, je dois bien avouer, je ne savais pas vraiment ce que c'était. Je regarde un petit peu ce que c'est sur Internet, voilà, SLA, maladie de Charcot. Ça me rappelle un joueur de tennis, parce que je suis amateur de sport, un joueur de tennis du nom de Jérôme Golmar, qui il y a quelques années avait été déclaré de cette maladie et qui en était décédé. Et là, je me dis quand même, Nico, c'est un peu sérieux ton truc. Donc, comment je peux t'aider à mon petit niveau? Voilà, donc on se posait cette question de savoir comment nous, élus, on pouvait apporter notre pierre à l'édifice. Et puis Nicolas, lui, il a pris les choses en main. Il n'a pas attendu que le politique se bouge. Il a lancé les projets SLIA, il a remué ciel et terre pour trouver de l'argent. Et puis aujourd'hui, il y a ce projet d'Institut Charcot qui est un modèle d'espoir, puisque avec juste de la volonté de Nicolas et des autres, bien sûr, toutes les personnes qui sont impliquées dans l'association Arsla, Bettina et les autres, vous avez réussi à mettre en place cet institut, ce projet très ambitieux, et je l'espère, qui était un modèle d'espoir, et qui, je l'espère, sera un modèle pour nous, les politiques, quand à l'Assemblée, on débat, on n'arrive pas à trouver un budget, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un budget, que les premiers ministres et les ministres tombent les uns après les autres. On se rend bien compte que on est un petit peu à côté de la plaque quand on voit l'urgence et la temporalité à laquelle vous êtes confrontés. Donc j'espère que cet institut arrivera à des résultats très prochains et que nous pourrons nous en inspirer et que ça pourra être voilà, un modèle pour les politiques. Tu l'as dit tout à l'heure en chambrant un petit peu, Nicolas, et parfois je me dis quand j'entends les propos de certains de mes collègues, peut-être que nous aussi on était en avance sur l'intelligence artificielle. Pas dans le même sens, bien évidemment, mais en tout cas, voilà, nous, on est là, on essaye de faire les liens. Sophie, d'autres parlementaires, et je me réjouis que de toute façon, ici, il n'y ait pas de questions de couleur politique, qu'on soit tous engagés auprès de vous pour faire avancer. J'espère qu'on va trouver des solutions pour dégager des budgets, pour pouvoir réinjecter des sous dans la recherche. J'espère que le pays de Pasteur va pouvoir trouver des nouvelles solutions et des nouveaux traitements pour les maladies qui se développent. Voilà, à notre petit niveau. Nicolas et tous les autres, on fera le maximum pour que ça bouge. Vous pouvez compter sur nous. Merci beaucoup, monsieur le député Thomas Lam, pour ces mots. Merci de reveiller avec Sophie Panonacle dans l'hémicycle et auprès des nombreux ministres de la Santé à venir. Le message que vous avez entendu ce soir et surtout le besoin des chercheurs d'être soutenus dans leur travail, et de cet Institut Charcot qui peut vraiment faire changer les choses. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont fait de cette soirée une réussite, et je voudrais dire un petit mot à Déborah qui a organisé tout ça. Bravo à elle. On peut l'applaudir. Merci au docteur Cédric Raoul et au docteur Pierre-François Prada, co-président du comité scientifique, et à Bettina Ramley, directrice adjointe de l'ARSLA, toujours elle aussi souriante et dynamique. Un bisou encore à Sabine, notre directrice générale, retenue loin de nous. Voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes soirées. Merci et bravo à tous les chercheurs qui sont lauréats ce soir, et j'espère que ces travaux porteront des fruits rapides, comme l'a dit Nicolas. Et je vous souhaite une excellente fin de soirée autour d'un cocktail dînatoire qui vous attend, qui vous avez bien mérité. Merci à tous.